Salut, salut, je vais vous présenter le plus rapidement possible Cabal les Trois Lagons dans sa mise en place dans un premier chapitre, deuxième chapitre la mécanique des pilotes et troisième chapitre la mécanique des attaques et défense. Donc dans un premier temps la mise en place, voilà comment ça se passe, on est en deck building, bon c'est un jeu pour 2 à 3 joueurs, 30 à 90 minutes, ça dépend vraiment du type de partie qu'on va choisir, et pour 13 ans et plus. Mise en place, donc deck building que des cartes, nous avons la pioche centrale ici, que l'on place par là-bas, avec, on déroule 5 cartes ici, donc qui représentent la ligne d'achat. Sur le côté, les petits retraités, qui sont des cartes faciles à acheter, hein, en cas de blocage au milieu, on peut toujours les acheter pour 2 $, et nous rapporterons un peu plus d'argent pour booster notre portefeuille. Nous avons notre pioche ici, chaque joueur aura donc une pioche de 10 cartes, il faudra piocher de là bien sûr pour commencer la partie. Des lieux, on a 3 lieux ici devant nous, on les place comme ceci, donc dans la boîte il y a 6 lieux, on en choisit 3, on en distribue un de chaque à tous les joueurs, donc tous les joueurs auront les mêmes lieux qu'on va se disputer, on les mélange bien, hop, et on les place devant nous en haut de la zone de jeu, horizontalement, comme ceci. Sur le côté ici c'est la carte break. C'est une carte que tous les joueurs ont, qui représente aussi la couleur du petit pion de la piste des scores. Ça permettra de stocker un personnage non joué pendant son tour, et on pourra le sortir après quand on voudra, un tour suivant. Des jetons carburant ici, on démarre avec 5 jetons pour une partie standard, par joueur. Voici donc la présentation de la zone de jeu. On a la piste des scores ici avec les petits pions pour le score. On a le petit cône ici qui est justement, on va placer visuellement où va se terminer la partie. 40 points, 50 points, 60 points s'il faut, on le met à l'extérieur pour 60. Là j'ai mis 40. Des petits meeples ici renforts, les cubes de soumission sont placés ici, les jetons carburant de la banque on en met 5, en plus des 5 par joueur, les dés pour jouer les armes indépendantes qu'on aura achetées ou à qui on va pouvoir les jouer aux dés, et le petit meeple vert ici, compensation, le dernier joueur à passer dessus pourra piocher une carte de la pioche centrale gratuitement et la mettre en main. Voilà comment ça se passe pour la mise en place. Tout ça c'est bien sûr en parallèle du livret que j'ai écrit. C'est histoire d'illustrer un peu mieux. Parfois une image vaut bien 15 000 mots. Hein. Donc voilà comment ça se passe pour une zone joueur. Bien sûr en face s'il y avait un autre joueur, il aurait la même configuration. À 3 joueurs de même sur le côté, il aurait sa même configuration pour commencer la partie. Comment se présente une carte aussi rapidement? On va prendre ici un VIP, donc on a différentes factions dans ce jeu, les guides en vert, les mercenaires en noir, les pilotes en bleu, les VIP en jaune qui sont les cartes maîtresses, et les bimbos en fuchsia. Il y a aussi les cartes équipement, on ne déroule que 5 cartes, il y a 6 types de cartes différentes. Une carte se présente comme ceci, en haut à gauche la faction, qui est associée à la couleur, le nom de la carte en haut à droite son coût à l'achat sur la ligne d'achat, la ligne centrale, bien sûr l'illustration, ici on a la ministre, plutôt pas mal. En bas au centre on a le pouvoir, les pouvoirs lorsque les cartes sont jouées de la main. En bas à gauche le code couleur, il y en a 3, vert, rouge ou bleu. Ici la ministre est plutôt du code rouge. Ça c'est sur les lieux, on placera les VIP par couleur uniquement, on ne mettra pas les bleus avec les rouges, il faudra s'organiser un peu. Les étoiles c'est en cas d'égalité à la fin, on départagera le prestige, celui qui aura les VIP les plus prestigieux. Et en bas à droite, extrêmement important, ce petit cadre en bas, ce sont les pouvoirs sur lieu. Lorsqu'on placera un personnage sous un lieu, on le mettra comme ceci. Comme ça seront apparents les pouvoirs sur lieu, à savoir de l'argent ici à tous les tours, et 3 points de victoire à tous les tours, tant que le personnage est sur le lieu et n'est pas délogé. Voilà comment ça se présente, comment une carte personnage, une carte verticale se présente. Les cartes horizontales, les cartes lieux se présentent comme ceci, le logo ici en haut à gauche, carte lieu, le nom du lieu. En haut à droite, tous les pilotes qui sont autorisés à y aller. Parfois il n'y en a que 2 ou 3, là j'ai mis tous les pilotes sur ce lieu-là, le jardin d'Anata. Tous les pilotes peuvent y aller. Un petit pouvoir jouable à tous les tours dès lors que le lieu est retourné face visible. Ici, c'est un point de confiance à tous les tours. 5 personnages sur ce lieu qui sont autorisés à être placés, pas plus. Et en bas à droite, la valeur de défense du lieu qui représente un petit peu la difficulté d'y accéder. Donc il permettra déjà, le lieu à une défense propre. On peut pas, il faudra de la force de frappe en face pour commencer à le défausser lorsque le lieu sera révélé. Voilà un peu, première partie de la vidéo, la mise en place. Deuxième partie, ce sera la mécanique des pilotes, comment envoyer des personnages, des VIP, tous les personnages qui ont des valeurs en bas à droite dans le petit cadre, pouvoir sur lieu, comment on va réussir à les envoyer sur les lieux ou les ramener. Troisième chapitre, ce sera la résolution des attaques. Merci, à tout de suite.
Donc on enchaîne avec les pilotes. Comment ça se passe? Dans Cabal, il y a 4 types de pilotes différents. Le pilote d'hélico qui tombe dans la main de départ, et c'est pour ça qu'il est blanc, il fait partie des cartes main de départ. Et les cartes bleues ici, différentes. On a le bateau, ici le hors-bord, l'hydravion et le pilote de rallye, autant dire voiture. Et donc voilà, 4 types de pilotes différents qu'on va pouvoir acquérir au fur et à mesure de la partie. On va les placer en côté intérieur par rapport à la pioche du joueur sur le tarmac. C'est considéré comme le tarmac. Donc on a la pioche joueur, la défausse personnelle du joueur, et à l'intérieur de la zone de jeu, le tarmac, où les pilotes seront stockés et ne seront pas défaussés de la partie, sauf sur effet de carte. Donc ici, on stocke nos pilotes qui sont prêts à partir n'importe quand vers les lieux. En tout début de partie, quand on pioche nos cartes de base, qui ressemblent à rien, juste pour commencer la partie, on tombe sur le pilote d'hélico, qui est quand même vachement cool, et lui, on va pouvoir l'envoyer en reconnaissance, si on veut, pour aller voir quel lieu est où, voilà, pour faire une reconnaissance des lieux, quels pilotes pourront être autorisés à atterrir, les pouvoirs, etc. Donc, pour ce faire, on l'a dans la main avec nos 5 cartes que l'on pioche en début de tour, le pilote d'hélico tombe, on le met sur le tarmac, si on désire, immédiatement, on le met en vol, hop, avec un jeton carburant, voire 2 jetons carburant si on veut aller plus loin, et on le place comme ceci, on est en vol de reconnaissance, on imagine qu'on fait un petit virage comme ça, et qu'on regarde sur notre gauche, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un lieu, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance, on peut regarder le lieu, faire attention en haut à droite quel type de pilote peuvent y aller, le petit pouvoir qu'il a, le nombre de personnages à stocker dessus, on analyse tout, et la petite valeur de défense. Bon, si on décide de le retourner et qu'on est le premier à le faire de la partie, on marque un nombre de points égal au nombre de joueurs dans la partie. Si on est 2, on marque 2 points, si on est 3, on marque 3 points de victoire, pour l'avoir découvert en tout premier. Voilà, donc on va dire qu'on va le laisser comme ça, découvert. Il faut savoir qu'un lieu découvert est attaquable, un lieu non découvert est inattaquable. Donc là, je m'expose quand même à des attaques futures. Donc, on ne dépense pas encore de carburant, on est juste en première, en route, là, on passe juste devant le lieu, pas très très loin, on va dire une quinzaine de kilomètres, hein, quelque chose comme ça, ou une trentaine de kilomètres. Et voilà, le tour est joué, c'est aux adversaires de jouer, ça revient à nous, tour numéro 2, on déroute, voir le lieu suivant, le lieu adjacent, et là, on consomme un carburant. Voilà, c'est relativement logique. On peut le regarder, on décide de ce qu'on en fait, ou à ce coup-ci, on va peut-être pas le retourner, on le laisse face cachée, c'est pas grave, on laisse la carte comme ceci, le haut de la carte, la tête de carte, c'est clairement le cockpit du véhicule. Donc on continue par là-bas, on se dit au prochain tour, on va aller voir le lieu suivant, sinon on aurait pu le mettre comme ceci, et dire au prochain tour, on rentre à la maison. Donc là, pour le coup, on va voir le lieu suivant, le tour de table continue, les adversaires jouent, ça revient à nous, tour suivant, hop, on décale, on a le droit d'aller voir ici, hop, ok, super, machin, les pilotes, le pouvoir, la défense, hop, on mémorise tout. Allez, celui-là, je le retourne aussi, tiens, allez, boum, je remarque des points parce que je suis le premier à le faire, et du coup, je remarque des points, et je consomme aussi le carburant car je déroutais, bien entendu, encore, et là, il va pouvoir rentrer à la maison maintenant, tranquillement, notre pilote, au tour suivant. Le tour de table se fait, ça revient à nous, tour suivant, hop, on revient au tarmac, la boucle est bouclée. Voilà. Pour faire efficace, je vais tout de suite enchaîner sur comment on amène des gens, donc, je vais faire très très simplement. On a nos pilotes qui sont là, on a nos cartes en main, on pioche nos 5 cartes de début de tour, on commence à avoir des grosses cartes qu'on a achetées au milieu, on les joue toutes, on va dire que, allez, je les prends toutes, là, 5 cartes, on joue toutes les cartes, on pioche des cartes, on défausse, on bannit, on machin, on recrute, on pioche encore une carte, ah dis donc, j'ai pas l'astéro, dommage, mais bon, tant pis, hop, on joue tout, on a de l'achat, du piochage, donc je suis plutôt clair, hein, on joue notre tour, normalement. À la fin de ce tour, lorsqu'on se dit c'est bon, tout est joué, on peut décider d'envoyer des gens sur les lieux. Donc il faut regarder les personnages qui ont donc des petits cadres en bas à droite. Hein, donc ici la teigneuse c'est une mercenaire, elle a un bouclier, elle va aider à défendre, ce qui est logique. Les jaunes comme ceci, les VIP, ont surtout des points de confiance, donc des points de victoire lorsqu'installés sur les lieux. Donc on va se dire on va envoyer ces deux-là, code couleur bleu toutes les deux, elles peuvent fonctionner ensemble. Là on voit un code couleur rouge, donc il faudra le mettre sur un autre lieu. Donc on va s'organiser, on a un pilote d'hydravion qui peut prendre 3 personnages, la rockstar, super, la scientifique, elles vont bien ensemble, et la teigneuse qui va les protéger. Donc on les glisse secrètement, on n'est pas obligé de dire ça à voix haute, hein. On s'organise secrètement, on reprend ses cartes en main et on fait sa popote sans que les autres le voient. Donc on glisse secrètement les cartes que l'on envoie à les passagers sous le pilote, et on met en route, on prend la carte du tarmac, pilote du tarmac, on met en route en mettant un carburant. Ça suffit pour faire un aller-retour, pour déposer quelqu'un sur un lieu. Lui, il peut aussi aller sur un lieu, mais pas sur le même, car il est en code rouge. On l'envoie en pilote de rallye, là-bas le rallye peut y aller, super, on l'envoie là-bas, hop, avec un carburant aussi. Ah zut alors, on n'a plus de carburant, il va falloir en chercher à un moment donné. Donc,
voici comment ça se passe. À la fin de son tour, on décide d'envoyer autant de personnages que l'on peut, et que l'on veut bien sûr, sur les lieux. Donc voilà, le tour se termine, on compte les points s'il y en a, bon en l'occurrence il y en a un ici, voilà, un autre peut-être là-bas, non. Donc c'est aux adversaires de jouer, ça revient à nous, tour numéro 2, donc on avait défaussé nos cartes avant. Tour numéro 2, eh bien on va installer les personnages sous le lieu, tout simplement. Donc on a ici une mercenaire qui défend, vaut mieux la mettre en haut. Ensuite ici, on va la mettre au milieu, elle sera protégée, très bien, hop, et on place les cartes comme ceci. Voilà, on enchaîne, on les met par étage, comme ceci, où donc les pouvoirs sur lieu s'empilent et sont apparents. Ici, bien sûr, on peut faire de même. On consomme le carburant, parce qu'on touche le lieu, littéralement. Voilà, on place celui-là aussi sur le lieu. À partir de là, tous les pouvoirs de lieu sont applicables. En l'occurrence, les points de victoire seront mis à la fin du tour, à la fin de chaque tour, où les personnages sont installés sur les lieux. Qu'est-ce qu'on fait des pilotes? Ils sont arrivés sur le lieu, eh ben ils peuvent soit rester sur le lieu, on peut les laisser comme ça, pas de problème, soit ils pourront revenir à tout moment, soit on les fait revenir tout de suite, tête de carte vers le bas, hein, le cockpit vers la destination, à savoir la maison, le tarmac, voilà. Donc, on peut s'organiser comme ça. Donc, deuxième tour, on place les personnages et les pilotes soit restent en attente, soit repartent immédiatement. Le tour de table continue, c'est à nous de jouer ensuite un peu plus tard. On refait notre tour, mais on commencera peut-être par faire revenir les pilotes vers le tarmac. La boucle est bouclée. Voilà comment ça se passe. Je vais enchaîner ensuite avec les résolutions d'attaque. Ça aussi, c'était important à expliquer. Donc, que dire de plus sur les pilotes? Il y a la possibilité aussi, en chargeant plusieurs carburants, 3 par exemple sur l'hydravion, hein, je vais quand même illustrer ça. Hop, on peut donc déposer, on se rend compte que c'est pas le bon code couleur, par exemple, on se dit zut, hop, ici j'ai mis quelqu'un, ah bah zut, c'est un code rouge, ah je me suis planté, là c'est du code bleu, eh bah du coup, je me rends compte pendant le tour adverse, hein, à mon tour j'ai lancé ce passager-là avec ce pilote, zut, c'est toujours aux autres de jouer, pendant leur tour je me dis mince, ah, c'est un code rouge, je me suis trompé, donc on peut toutefois pivoter la carte tant qu'on veut. Si on veut faire demi-tour, on fait demi-tour. Si on veut aller sur le lieu d'à côté, on va sur le lieu d'à côté au tour suivant. Donc je pivote la carte pendant les tours adverses. Ça, c'est pas un problème. Ça revient à moi. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je consomme un carburant pour mettre la carte sous le lieu adverse, comme ceci. Et c'est pas encore gagné, c'est pas encore placé. Hein. Il faudra encore attendre un tour. Donc le tour de table continue. Ça revient à moi. Enfin, je peux placer mon personnage sous un lieu en consommant un carburant car j'ai touché le lieu. Ça revient donc un peu au même que ce que j'expliquais au début. On touche le lieu et on repart. De deux manières différentes. Soit on repart avec le carburant qui nous reste d'ailleurs vers la maison, vers le tarmac, soit on repart vers un lieu adjacent. Donc on touche le lieu et on repart soit ici pour revenir vers la maison. Là ça veut dire quoi? C'est peut-être qu'il voudra aller chercher ce personnage-là et le ramener, hein, ou amener peut-être d'autres personnages. On peut s'amuser du coup à toucher le lieu et ensuite se diriger vers un lieu adjacent. Il nous reste un carburant, c'est possible. Le tour de table continue, ça revient à moi. Je peux, si je veux, je crame mon dernier carbu, je vais chercher le personnage que je place sous le pilote, voilà, et je les place tous les deux tête vers le bas pour rentrer à la maison au prochain tour. Ok, c'est pas mal. Le tour, alors on marque bien sûr à chaque tour, on marque les points de victoire, on se sert de l'argent sur les lieux, il n'y a pas de problème, hein, tout est jouable. Hop, le tour de table continue, ça revient à moi. Je fais revenir mon passager, et que dit le pilote d'hydravion? Embarque jusque 3 personnages sur un lieu, ou ramène jusque 3 personnages au sommet de la pioche. Donc lui, il va pas aller en défausse, il va aller au sommet de la pioche. Et ça peut aider vachement à booster sa main. Si on a du piochage de cartes en main, bim, on va pouvoir récupérer les personnages qui étaient placés sur les lieux. À savoir que l'hélico et le rallye ramènent en main, directement. Voilà, ça c'est énorme. L'hélico, il peut vraiment servir, on le laisse sur le lieu à tout moment. Il récupère 2 personnages. On va récupérer un mercenaire et un gros VIP pour avoir de l'argent. Hop, et bien ça revient comme ceci. Au tour suivant, hop, et bien le pilote rentre au tarmac. Et les personnages nous arrivent en main, en plus des 5 cartes qu'on aura piochées en début de tour. Voilà comment ça se passe. Je vais enchaîner, donc, encore une fois, c'est en parallèle de ce que j'ai écrit dans le livret. Merci de jongler un petit peu entre les deux. Et je vais enchaîner avec les résolutions d'attaque. A tout de suite.
Nous revoilà, donc pour résumer, en ce dernier chapitre, les attaques, les résolutions d'attaque. Dans Cabal, on va quand même se foutre sur la gueule, on peut le dire, puisque nous avons les mêmes lieux devant nous, chaque joueur a les mêmes lieux, donc on va évidemment se les disputer. Quand quelqu'un s'installera un petit peu trop puissamment sur un lieu, évidemment, on va commencer à se jeter sur lui, si on le peut, parce qu'on n'a pas forcément acheté des mercenaires. Il faudra s'orienter un peu sur la frappe grâce aux cartes noires, ou aux armes. Et donc, on pourra donc attaquer les lieux adverses, les défausser, faire acquérir des cubes de soumission. Au 4e cube, le joueur adverse sortira du jeu. 3 cubes pour une partie plus tendue. 4 cubes, ça c'est pour être relativement sympa. On peut se dire, on fait une partie en 3 cubes de soumission. Donc au 3e cube, le 3e lieu défaussé, l'adversaire, le joueur sort de la partie. Donc comment ça va se passer les frappes? Ce qu'il faut comprendre dans Cabal, c'est qu'il y a 2 types de combattants différents et 3 types de frappes différentes. C'est pas bien compliqué. 2 types de combattants, ça veut dire quoi? Le premier, les mercenaires carte noire. Voilà, tout simplement. Ce sont des pros. Et ils frappent, quoi qu'il arrive, n'importe quel lieu adverse révélé. C'est simple. Un lieu qui est révélé est attaquable, un lieu qui ne l'est pas n'est pas attaquable. Donc, n'importe quel lieu adverse révélé. Ici, par exemple, j'ai la villa. Si j'ai pas la villa révélée dans ma zone, c'est pas grave, je peux attaquer une villa adverse de la main avec mes mercenaires. Ça frappe de la main, en posant les cartes sur la table. Le deuxième type de combattant, ce sont les autres personnages qui veulent porter un objet, donc avec le petit logo équipement sous leur nom. Ils veulent bien s'équiper pour passer à l'attaque. Donc là, j'avais mis un sac d'armes, parce que dans la pioche centrale, il y a des sacs d'armes qu'on place comme ceci lorsqu'on l'acquiert, et on peut stocker jusque 2 armes, équipements, pendant son tour, des équipements non joués. Et s'ils sont joués après, ils seront défaussés. Donc là, j'ai pris les 2 armes principales, donc le lance-grenade MGL 140 et le fusil sniper M200, qu'on va donc donner aux personnages qui veulent porter un équipement, qui sont considérés comme des amateurs. C'est le deuxième type de combattant. Et pour eux, donc, il faudra que les lieux soient révélés en commun chez l'attaquant et l'attaqué. Il faut que l'attaquant ait le lieu révélé dans sa zone de jeu qu'il attaque chez l'attaqué. Et donc, ce sera amplifié, le côté amateur sera amplifié par un lancer de dés. L'attaque ne passera pas forcément, il faudra lancer les dés pour ça. Voilà les 2 types de combattants, les pros et les amateurs. Les 3 types de frappes, très importants. D'abord la frappe numérique qui est la plus courante. 4 de frappe, 3 de frappe, 3 de frappe, en fonction des cartes, ça ne fonctionne qu'avec les mercenaires. Ce sont les seuls à avoir de la frappe numérique qu'on joue de la main. Voilà, si j'ai ces 3 mercenaires-là dans ma main, c'est simple, j'additionne, 4 plus 3, 7, plus 3, 10, j'ai 10 de frappe. Voilà, et on va regarder le lieu adverse visé, n'importe lequel révélé, et on va pouvoir l'attaquer. Comment ça va se passer? Eh bien, on va comparer. Par exemple ici, imaginons que ce lieu-là soit un lieu adverse que j'attaque, il a 4 de défense pour le lieu propre, plus 3, le para qui défend, ça fait 7, et de 9. Si j'ai que 7 de frappe, ça ne passe pas. Je peux toutefois, avec 7 de frappe, croquer le para. 4 de défense, plus 3, 7. J'arrive à 7, le para est retourné. Boum. Alors, comment ça va se passer? Si je n'ai que 7 de frappe. Ok, mais le lieu reste valide et les personnages des VIP continuent de marquer leurs points, etc. Si j'ai 10 de frappe, eh bien là, ça va faire 4 plus 3, 7 et 2, 9. Boum. Ça passe. C'est égal ou supérieur à la valeur de défense adverse. Le lieu et ses personnages, ses occupants sont donc défaussés. Voilà comment ça va se passer. Une frappe numérique, on additionne la valeur d'attaque, on regarde la valeur de défense du lieu. Si le lieu est inférieur ou égal, eh bien, il sera défaussé. Qu'est-ce qui va se passer? La victime va prendre un jeton meeple, qui va le placer sur sa carte break, et un cube de soumission. Ce que je disais, au bout de 4 cubes, pour une partie standard, le joueur sort de la partie. Le meeple renfort servira à 1 d'attaque lorsque le joueur qu'il possède attaquera, il aura 1 d'attaque en plus, ou 1 de défense en plus quand il se fera attaquer. Il pourra ajouter 1 à la valeur des dés lancés en cas d'attaque. Quand il lancera les dés, il ajoutera 1 grâce à ce meeple, ou il pourra soigner un personnage qui sera blessé. Comme je l'ai montré tout à l'heure, on retourne un personnage face cachée sur un lieu, on pourra le remettre face visible grâce au meeple. Quand le meeple sera utilisé, il sera remis dans la banque. Donc voilà, ça c'est la frappe numérique, comme je disais. On peut croquer, si on n'a que 7 de frappe, on va jusque 7. 4 et 3, 7, boum,
le premier est retourné. Si on a 9 de frappe, 4 et 3, 7 et 2, 9, c'est égal à la valeur totale de défense du lieu, tout dégage. Voilà. À côté, on a un lieu avec un VIP placé dessus sans aucune défense. Le lieu défend à 5. Il suffit de 5 de frappe numérique pour arriver à le faire sauter. Là, avec un para, j'ai 4, ça passe pas. J'ai un para plus une veuve, 4 et 3, 7, boum, ça peut sauter. Voilà comment ça se passe en frappe numérique. Deuxième type de frappe, la frappe sniper. Donc là, il y a deux manières de frapper en sniper avec le sniper pro, hein, qui est une carte mercenaire. Et là, il frappe n'importe quel personnage d'un lieu adverse révélé. Et donc voilà. Et sinon, il y a le M200 que l'on peut placer, c'est une arme que l'on place dans la main d'un amateur, on va dire. Et là, on jouera au dé. Comment ça va se passer? Le sniper, imaginons que ça, j'ai le sniper dans ma main. Ça, c'est un lieu adverse. Je peux l'attaquer, même si je ne l'ai pas révélé, même si moi, je n'ai pas la colline céleste révélée dans mon jeu, c'est pas grave, je peux attaquer une colline céleste adverse avec le pro sniper. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper le personnage valide placé le plus en bas sur le lieu. Boum. Donc, pareil, on retourne le personnage. Il prend la place d'un personnage sur le lieu, hein, sans pour autant avoir aucun pouvoir. Donc, il devient un boulet. Il va falloir le soigner. Comment on va faire? On va le ramener vers la défausse grâce à un pilote. On va aller le chercher, le rapatrier. Ou soit on utilisera un meeple, hein, en version médecin de guerre. Hop, et on le retournera face visible. Et on rendra le meeple à la banque. Donc, le sniper frappe le personnage valide placé le plus en bas d'un lieu. J'ai oublié de dire quand même, concrètement, pour résumer, la frappe numérique, elle commence par le haut. Commence toujours par la valeur du lieu, puis la valeur du premier personnage placé en haut, puis le personnage d'en dessous, et le personnage en dessous jusqu'en bas. Les frappes numériques commencent par le haut. Les frappes sniper frappent le personnage valide placé le plus en bas. Comment ça se passerait avec un M200 placé dans la main d'un amateur? Eh bien, tout d'abord, si je n'ai pas le sniper, j'ai simplement le M200, le fusil sniper que je mets dans la main d'une géo, préférablement du prof de golf, parce qu'il aime bien le M200, il a un pouvoir d'affinité, il mettra 2 points en moins aux adversaires en plus. Boum! On va placer le M200 dans la main d'un personnage. Il faut que j'attaque un lieu adverse que j'ai aussi révélé dans ma zone. Ah, c'est important, c'est simple en fait. Il faut avoir révélé le lieu dans sa zone pour attaquer le lieu adverse, le même lieu adverse. Si je ne l'ai pas, le lieu, si je n'ai pas la villa, ici, je ne peux pas attaquer une villa révélée adverse, tout simplement. Et on va lancer les dés en regardant la défense. Donc si je n'ai que le prof de golf avec le M200, je regarde la défense du lieu 4 et 3, 7 et 2, 9, je dois simplement faire 9 au dé. Voilà, si je fais 9 au dé ou plus, le personnage en bas est retourné, face cachée, comme je disais, pour la frappe sniper, il devient un boulet. Voilà. Si j'ai toutefois un mercenaire en main qui peut aider mon prof de golf, on imagine que j'ai l'ex-marine, et on choisit 4 de frappe, j'ai l'ex-marine. L'ex-marine couvre la valeur de défense du lieu. 4 d'attaque ex-marine contre 4 de défense du lieu. Boum, le lieu est donc désactivé. Il ne reste donc plus que 3 plus 2, 5 à faire au dé avec mon prof de golf. Ça devient plus facile. Normal, j'ai un mercenaire qui m'aide. Évidemment, si j'ai en plus le psycho avec 5 de frappe, ça me fait 9 de frappe en tout numérique, eh bien, là, il va falloir se la jouer stratégique. J'ai 9 de frappe numérique. Donc en gros, rien qu'avec cette frappe-là, je peux faire sauter tout le lieu. Boum, au revoir, en défausse. Mais, on va se dire, le prof de golf va frapper d'abord. Donc, comme j'ai 9 de frappe ici numérique et qu'il y a 9 de défense, mon attaque sniper, j'ai même pas besoin de lancer les dés, on le fait quand même pour le style. Hop, 6. Quoi qu'il arrive, elle serait passée. Donc, parce qu'on a les mercenaires pros qui couvrent vraiment l'attaque. Et donc, on va, grâce au M200, quand même frapper le personnage le plus en bas, on le retourne. Et derrière, on applique les 9 de frappe, 4 et 3, 7 et 2, 9. Boum, il y a tout qui part, là, qui saute, qui va en défausse. Et tadada, le personnage blessé ne va pas en défausse, il sort du jeu. Ciao, bye bye. Voilà une manière de bannir des personnages adverses. Donc, en frappant au sniper avant, de frapper ensuite, en sortir la grosse artillerie et défoncer le lieu. On aurait pu aussi sortir le MGL pour défoncer le lieu. C'est le troisième type de frappe. Je vais y arriver. Le troisième type de frappe que l'on a dans Cabal. Donc je récapitule, la frappe numérique qui commence par le haut,
avec 7, 8, 10 de frappe, et on compare en commençant par le lieu, le personnage le plus en haut, etc., jusqu'au dernier. Ensuite, la frappe sniper qui frappe le personnage valide placé le plus en bas. Et on a le MGL avec la Géo qui peut très bien porter un lance-grenade, hein, pas de problème. Préférablement le mannequin, hein, la belle gosse, qui avec le MGL fera faire dans son froc à tout le monde. Tous les joueurs adverses défaussent une carte au hasard. Donc c'est un petit pouvoir d'affinité, un petit pouvoir supplémentaire. Même principe, exactement le même principe que le M200, sauf que le MGL va défausser le lieu en entier. Le M200 faisait retourner le personnage en bas le plus en bas. Le MGL, lui, va vraiment défausser le lieu et tous ses occupants. Mais le concept est le même. Le MGL, eh bien, on le jouera forcément au dé. Donc, elle est toute seule dans ma main. Je veux attaquer la colline céleste adverse qui est à 9 de défense. Elle est toute seule dans ma main. Je dois faire 9 au dé. Boum. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Si j'ai bien sûr mon ex-marine dans la main, même principe, j'ai 4 de frappe et que je couvre donc la frappe du lieu, la défense du lieu, pardon, il me reste donc plus que 5 à faire au dé pour que mon attaque MGL passe. D'ailleurs, ça passe toujours pas, j'ai 4. Mais imaginons qu'on fait 5, on fait hop, 7. Et là, du coup, tout est défaussé. Le lieu, l'attaque du MGL est un succès, tout est défaussé. Voilà, c'est donc le même principe qu'avec le M200. Si on a un mercenaire pour nous aider, on va pouvoir désactiver des valeurs de défense. Encore une fois, si j'ai le Psycho, l'ex-marine, j'ai 9 de frappe direct et lui, l'adversaire, a 9 de défense. On tentera quand même une frappe au MGL. Pourquoi? Parce que si au MGL on fait double 6, bim, eh bien ça fera l'équivalent de 12 de frappe. Plus ici, 9, donc on sera à l'équivalent de 21 de frappe. Mais le fait d'avoir fait double 6 au MGL bannit le lieu et ses occupants du jeu à jamais adverse. Voilà, boum. Avec un double 6 et l'MGL, on fait un carnage. On détruit toute la position adverse. Par contre, à contrario, si on fait double 1, boum boum, on se rate littéralement. Autant dire qu'on s'auto-explose la tronche. Et donc, le personnage et l'arme qui ont été utilisés pour l'attaque sont bannis du jeu. Bon, tout ça est indiqué sur la carte MGN. Double 1, le personnage et l'arme utilisée sont complètement défoncés. Bam, ciao. Voilà comment ça se passe. Une dernière chose, on peut avoir, grâce à la tornade, mais aussi le mécano ou l'aborigène, qui sont des cartes qui permettent d'avoir de la défense en main. Petit logo éclair pendant le tour adverse, et un bouclier avec une valeur dedans, donc de la défense pendant le tour adverse. Ça veut dire quoi? Mon adversaire a ça dans sa main, je ne suis pas censé le savoir. J'attaque avec 9 ici, je suis confiant. Ouais, ça va passer. Allez, j'avais même encore un mercenaire, je vais tout mettre. J'ai 4 et 5, 9 et 3, 12 de frappe. Ok, même si mon adversaire avait un meeple pour mettre 1 de défense en plus, ça passerait pas parce qu'il a 9 plus 1, 10. Donc je me dis, c'est bon, ça va passer. Mais non, hop, il m'arrête tout de suite. Hop, 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 arrête-toi là. Je sors ma tornade qu'il avait dans sa main pendant que je jouais. Et il me dit, je sors ma tornade et voilà, je la place comme ceci. C'est-à-dire qu'elle passe avant le lieu. Donc ça fait 4 et 4, 8. Et 3, 11. Et 2, 13. Contre 12 de frappe. Eh ben, je suis bien dégoûté. Mon attaque a merdé. Littéralement, je ne l'ai pas vu venir, on va dire. Et du coup, mes mercenaires sont tout simplement défaussés. Et ensuite, la tornade sera défaussée, mais l'adversaire pourra piocher une carte, c'est écrit dessus. Donc voilà, on peut avoir de la défense en main, c'est super sécurisant d'avoir ça. On se dit, youpi, attaquez-moi, hein, parce que je vais pouvoir me défendre puissamment. Et donc vos attaques seront un échec littéral. Et ça me fera bien marrer. Voilà comment ça se passe. Merci d'avoir suivi. Je pense que c'est à peu près tout pour la présentation vidéo. Hein, j'ai donc fait un livret, on va dire. J'ai écrit pas mal de choses aussi sur Cabal, dans un style, j'espère, des plus décontractés et sympa à lire. Je mettrai à la fin les cas particuliers, quand même, des petites choses, des petits détails du jeu que j'ai pu remarquer, qui sont très importants à connaître quand même d'ores et déjà. Merci de m'avoir suivi. À plus. Juste une petite rectification importante que j'avais oublié de préciser, j'ai fait une petite erreur en toute fin de vidéo. Donc lorsque je simulais la défense en main d'un adversaire, eh bien j'ai oublié de faire une petite chose. Donc j'avais en main, j'avais 12 de frappe,
Donc voilà, on va récapituler. 5 plus 4 plus 3, ça fait 12. Là, il y a donc 4 et 3, 7 et 2, 9 de défense. Mais du coup, mon adversaire va sortir sa carte qu'il avait en main de défense supplémentaire qui passe avant le lieu. Donc on avait maintenant 4 plus 4, 8. Plus 3 plus 2. Donc ça fait 13 de défense contre 12 d'attaque. Cependant, donc l'attaque ne passe pas. Cependant, on a 4 la tornade, plus 4 le lieu, plus 3 le premier mercenaire qui est ici. Ça fait donc 11. J'ai 12 de frappe. Le premier mercenaire est touché. Boum. Et il est placé face cachée. Comme j'avais expliqué en début de chapitre d'attaque, on peut croquer un lieu, petit à petit. Voilà. Dans sa totalité, je ne pouvais pas atteindre la puissance de défense du lieu, mais j'ai pu croquer un personnage au passage, ce qui fait quand même que la défense du lieu est passée de 9 à 6 par défaut. Donc c'est quand même quelque chose, et surtout il va falloir que l'adversaire aille chercher son personnage ou le soigner. Une autre petite chose importante quand même à souligner, c'est lorsque, par exemple, je veux utiliser un lance-grenade avec un personnage amateur de ma main, et que j'ai, par exemple, le para qui frappe à 4 pour m'aider, eh bien, j'expliquais que le para, le pro, pouvait donc annuler la valeur de défense d'un lieu. Par exemple, ici, la colline céleste à 4 de défense. Si j'ai un para, eh bien, ça annule la défense du lieu, et on additionne que le reste de la défense, sans compter celle du lieu. Si, par exemple, je prends l'exemple du lieu d'à côté, il défend à 5, voilà, mon para ne peut rien faire. Hein, il est à 4 de frappe. Donc, ça ne passe pas, tout simplement. Je dois, quoi qu'il arrive, faire 5 au dé pour défausser ce lieu-là. Donc, je prends l'exemple sur ce lieu-là, mais ça aurait pu être pareil sur celui-là. Hein, là, comme ceci, dans cette configuration, mon para aide littéralement mon personnage en annulant la défense du lieu 4 contre 4. Si mon adversaire avait sorti cette carte tornade qui ajoute 4 avant celle du lieu, ça veut dire qu'il y a l'équivalent de 8, 4 plus 4, 8 pour la défense du lieu lui-même, sans compter les personnages qui sont placés dessus, eh bien mon para ne peut plus rien faire. Même si j'avais la teigneuse avec 4 plus 3, 7, eh bien les deux mercenaires ensemble ne pourraient pas aider mon amateur, puisque nous sommes à 4 plus 4, 8, en défense propre du lieu. J'espère que vous voyez bien ce que je veux dire, c'est important, c'est très important. Donc on ne peut pas, si le mercenaire pro ne dépasse pas la valeur intrinsèque du lieu, eh bien il ne peut pas aider concrètement le personnage amateur qui va utiliser une arme derrière pour lancer on va lancer les dés, et donc il ne pourra pas l'aider. Merci à vous.